I4S, débat ne rime pas avec combat. Donc, on aime confronter les idées, comme Jean-Philippe a dit, mais pas les personnes. Donc, même si les visions peuvent parfois diverger fortement, il faut qu'on garde en tête qu'on est là tous pour la même chose. On cherche tous le même but, améliorer le bien-être humain et écologique. Donc, on a le plaisir d'accueillir ce matin deux voix qui comptent dans les débats sur l'avenir économique. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie et des finances de la France et chargé de cours à l'université I4S, et Timothée Baric, économiste écologique et chercheur à l'université de Lausanne. Bienvenue. Voilà, donc Bruno nous apporte un regard qui est forgé au cœur de la décision politique au quotidien. Timothée, lui, a un regard plutôt ancré dans la recherche académique. Donc, chacun aura 6 minutes pour nous exposer ce regard sans interruption avant de penser au dialogue. Bruno, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. 6 minutes, c'est court. On est au bord du lac Léman et au lac Léman, chacun le sait, il n'y a pas de marée, ni flux, ni reflux. Dans l'histoire mondiale, en revanche, il y a des flux et il y a des reflux. Et nous sommes, pour reprendre l'analyse que donnait Simon tout à l'heure, très clairement dans une période de reflux du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense qu'il faut commencer par bien évaluer la puissance de ce reflux pour voir les réponses que nous pouvons apporter au niveau national et au niveau européen. Ce reflux, il vient, là aussi je reprends ce qu'a dit Simon tout à l'heure, de la division d'un monde qui jusque-là reposait sur des bases de coopération. Il faut se rappeler ce que nous avons été capables de faire, sans doute que c'était insuffisant, mais on va finir par regretter les COP, la COP 25, la COP 26, l'accord de Paris, tout ce qui avait permis de rassembler les nations autour d'un objectif commun, réduire les émissions de CO2 et servir le bien planétaire commun. C'est fini. Et nous sommes entrés dans un temps totalement différent. Je vais peut-être être encore un peu plus brutal que mes prédécesseurs en ayant un regard plus politique. Nous sommes d'abord rentrés dans un temps d'indifférence climatique. Je suis très surpris de voir à quel point ce débat sur le climat est passé au second rang des préoccupations internationales. De ce point de vue-là, le rassemblement d'aujourd'hui est particulièrement bienvenu et utile. Cette indifférence climatique, elle se double d'un grand égoïsme par rapport à un certain nombre d'États, les États les plus pauvres de la planète. Vous pouvez rayer d'un trait de plume des dizaines de milliards de dollars d'aide au développement à des pays qui souffrent et qui sont en première ligne de la lutte contre le réchauffement climatique, et les premières victimes de ce réchauffement, ça ne pose aucun problème et ça n'éveille pas des voix très fortes en réaction. Nous sommes rentrés dans un temps de scepticisme climatique. Et à mes yeux, c'est peut-être ce qu'il y a de plus préoccupant. Nous sommes en train de perdre la bataille de la science. Le climato-scepticisme, comme le vaccino-scepticisme, gagne du terrain partout en Occident. Et enfin, troisième élément de reflux, nous sommes rentrés dans une période de rivalité climatique, notamment entre la Chine et les États-Unis, avec deux modèles totalement différents. Et cette rivalité, elle se traduit de manière très concrète. Quand les États-Unis mettent le pistolet sur la tempe des Européens en disant « nous poursuivons les sanctions contre la Russie, mais la condition, c'est que vous achetiez du LNG américain au double du prix russe. » Cette rivalité, elle se traduit par les prédations chinoises sur les terres rares pour avoir accès au lithium ou au cobalt en mettant le pistolet sur la tempe des États qui ont ces terres rares. Donc voilà pour le contexte global, une période de reflux très profond du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique. Et il n'y aura pas de bonne réponse si nous ne sommes pas lucides sur la réalité de la situation. De ce point de vue-là, ma conviction absolue, c'est que le seul continent qui peut jouer cette carte de la responsabilité scientifique, de la poursuite de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'imagination, même si on pourra évidemment avoir des divergences avec Timothée sur les solutions, déjà qu'on puisse poser le problème et essayer d'apporter des solutions, c'est une force. Eh bien, à mes yeux, c'est le continent européen.
Mais de ce point de vue-là, il ne faut pas qu'il reste les deux pieds dans le même sabot. Il faut qu'il soit capable de s'interroger sur ses échecs en matière de politique climatique et apporter de nouvelles solutions. Et je vous donne là quelques conclusions et quelques convictions très rapides. La première, l'Europe doit réaffirmer son choix stratégique en 2050, la neutralité carbone. Et la grande faiblesse européenne, c'est d'être incapable de tenir un objectif sur plusieurs décennies. La Chine sait le faire. Il faut que l'Europe sache le faire. Nous ne changeons pas d'objectif. Zéro carbone en 2050, c'est notre objectif. 2, il faut que nous clarifions notre méthode. Et je pense qu'il est très important que nous montrions aux 450 millions de citoyens européens, aux 68 millions de citoyens français, qu'il y a une compatibilité entre la lutte contre le réchauffement climatique et 3 autres objectifs. D'abord, il y a une compatibilité entre la décarbonation et la prospérité. Si décarbonation rime avec appauvrissement financier et appauvrissement personnel, la bataille est perdue. Croyez-moi, j'ai mis en place la taxe carbone. Je peux vous garantir le résultat. On pensait émettre moins de CO2, on a surtout multiplié les révoltes et créé les gilets jaunes. Donc quand vous voulez dire aux gens, au nom du réchauffement climatique, vous allez gagner moins et vivre moins bien, ça ne marche pas. Il faut que nous garantissions que la transition climatique n'exclut pas la prospérité. Et cette prospérité peut passer aussi par plus de sobriété, bien entendu, moins de consommation, bien entendu. En deuxième lieu, il faut que nous garantissions la compatibilité entre la lutte contre le réchauffement climatique et le développement industriel. Si moins de carbone, ça veut dire moins d'usines, moins d'industrie, moins d'ouvriers, moins de salariés, ça ne marchera pas. Et de ce point de vue-là, je suis un grand tenant du développement de l'industrie verte par des moyens auxquels je viendrai très rapidement. En troisième lieu, nous devons garantir la compatibilité entre la décarbonation et la science. De ce point de vue-là, je trouve que le débat qui a eu lieu depuis 20 ans autour du nucléaire en Europe a été indigent. Je remercie tous ceux qui ont porté le débat sur le nucléaire, ont relancé la pertinence du nucléaire, parce que si on part de l'idée qu'on peut décarboner, maintenir une industrie forte et renoncer au nucléaire, à un moment donné, il y a un triangle d'incompatibilité et on n'y arrivera pas. Il faut que la décarbonation se conjugue avec le respect des réalités scientifiques. Le nucléaire est une énergie zéro carbone et elle est indispensable à mes yeux à la lutte contre le réchauffement climatique. Bruno, deuxième élément, je vais être très rapide. Je vous interromps à regret pour laisser Timothée le temps de... Vous me donnez juste 2 secondes ? 2 secondes. 2 secondes. La première, il faudra clarifier le financement. J'aurai l'occasion d'y venir. Et le deuxième élément, il faudra que nous clarifions notre positionnement stratégique. Il faut arrêter d'être totalement dépendant des Américains et être capable d'ouvrir d'autres coopérations, notamment avec la Chine, dans un certain nombre de domaines. Merci. Timothée, vous avez la parole. Après les propositions. Merci. Alors, en tant que macroéconomiste écologique, moi j'aimerais rappeler, parce que j'ai l'impression pour l'instant qu'on a beaucoup parlé de crise climatique, mais que la crise climatique n'est qu'un aspect d'une crise écologique plus globale. Quand on parle du cadre des limites planétaires et de l'empreinte écologique d'un pays, d'une communauté, d'une entreprise, ce n'est pas seulement le carbone. C'est l'eau, la mobilisation des sols, c'est l'empreinte matière, c'est les produits chimiques, c'est l'impact sur la biodiversité. Il faut faire très attention en fait, de cette monomanie du carbone, de se concentrer très fort sur un problème, de la même manière qu'on essaierait de se concentrer très fort sur une seule couleur d'un Rubik's Cube, en se rendant compte malheureusement 5 ans, 10 ans, 15 ans après qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire pour décarboner et qu'il va falloir tout recommencer parce qu'on a juste déplacé le problème autre part. Mes collègues de l'Université de Stockholm, ils représentent les objectifs du développement durable comme une pièce montée. Vous avez les objectifs écologiques, qui sont des objectifs socles, et ensuite, le deuxième étage, les objectifs sociaux, et le troisième étage, les objectifs économiques. Aujourd'hui, et c'est ce que m'ont appris mes recherches en économie écologique ces dernières années, c'est qu'on va avoir une décision à prendre entre des objectifs économiques et des objectifs écologiques. Sur cette question de la croissance verte, et je suis tout à fait d'accord sur la bataille de la science, la responsabilité scientifique et tout ça, mais justement,
la science qui a émergé ces dernières décennies nous montre quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas, nous n'avons jamais réussi, et même théoriquement c'est difficile d'imaginer, la capacité d'une économie à continuer de produire et consommer plus, tout en faisant suffisamment baisser son empreinte écologique totale. Je dis suffisamment parce que tous les scientifiques des sciences naturelles ici pourraient très bien nous expliquer que la soutenabilité, ce n'est pas juste une question d'inversion des tendances, c'est une question de retour sous le seuil des limites planétaires. C'est ça le véritable défi aujourd'hui. Alors là, moi, ce défi, qui est un défi d'abord écologique, je ne pense pas qu'il soit si difficile que ça économiquement. Donc là, c'est peut-être le premier point de désaccord, parce que la croissance économique, je pense que c'est une erreur de l'associer avec la prospérité et encore plus avec le bien-être. La croissance économique, c'est une seule chose seulement, l'augmentation du produit intérieur brut, qui est un très vieil indicateur avec beaucoup de limites. Ce n'est pas un indicateur de richesse, ce n'est même pas un indicateur de stock, encore moins de bien-être, c'est un indicateur de flux monétaire, une sorte de podomètre. Ça nous dit le nombre de pas d'une économie sur une période donnée, ça ne nous dit pas ce qu'elle produit, ça ne nous dit pas où elle va, ça ne nous dit pas comment est-ce que les choses que cette économie produit vont ou pas augmenter les capacités des personnes qui y habitent. Et donc aujourd'hui, dans les pays à haut revenu, qui sont les pays avec les plus fortes empreintes écologiques, donc les pays qui ont, on va dire, le retour sur les limites planétaires le plus difficile, ce sont des pays où la croissance économique est depuis longtemps décorrélée des indicateurs de qualité de vie. Et quand je dis qualité de vie, c'est des choses concrètes, l'espérance de vie, la liberté de la presse, le dynamisme démocratique, le taux de pauvreté, ces choses-là. Et donc je pense que des politiques de croissance sont complètement inadéquates, obsolètes aujourd'hui dans ces pays qui s'obsèdent un petit peu à continuer à croître. Moi, je considère ça comme une pensée magique, vraiment, de penser qu'appuyer sur le PIB vienne résoudre l'intégralité des problèmes. Alors qu'en plus, il y a plein de nouvelles approches extrêmement intéressantes. On peut parler des budgets bien-être en Nouvelle-Zélande, du bonheur intérieur brut du Bhoutan, de la coalition de gouvernements pour l'économie du bien-être. Ça peut être les avancées constitutionnelles autour du buen vivir, du bien vivre en Bolivie et en Équateur. Donc tout ça, je pense, c'est de véritables innovations. Et malheureusement, on se retrouve en retard en continuant à obséder vis-à-vis de cette croissance. Et un commentaire un petit peu sur l'innovation, parce que c'est le grand thème du jour. Et je trouve ça assez paradoxal d'ailleurs, qu'on soit, et la vidéo du canton de Vaud l'a parfaitement exemplifié, cet esprit vraiment de prendre du risque, de wonder what could be, de innover, d'essayer des nouveaux trucs. Mais cette mentalité, nous ne l'appliquons pas à l'architecture même de notre système économique. C'est-à-dire que quand on les met tout ensemble, pour l'instant, les solutions dont on a parlé, c'est de mettre un prix sur le carbone. Ce n'était pas comme si c'était la solution la plus créative qu'on a entendue ces dernières décennies. On a besoin d'imaginer un système économique radicalement différent. Des idées existent, mais on ne les considère pas comme de l'innovation. Et mon deuxième point, c'est attention, l'innovation, ça vient présupposer que la transition se ferait par l'addition. On invente des nouveaux trucs et on les jette dans l'économie, on les amène au marché et ça résout le problème. Alors qu'en fait, on se rend compte que la transition écologique, elle demande principalement de l'exnovation, de faire sortir des choses. C'est comme si vous êtes fumeur, vous allez voir votre médecin et vous lui dites « Ah oui, je sais, j'ai un cancer du poumon, ne vous inquiétez pas, je vais faire plus de sport, je vais manger des légumes, je vais boire des smoothies. » Il va vous dire « Non, mais ce n'est pas un problème d'innovation, là, c'est un problème d'exnovation, il faut juste arrêter de fumer. » Et aujourd'hui, on a cette phobie du moins, de la suffisance, du minimalisme, de la décroissance. On n'ose pas en parler, alors que je pense que c'est véritablement le défi, l'une des solutions, qui n'est pas socialement facile, qui n'est pas politiquement facile, on s'en rend compte. Mais en tout cas, si l'on revient à cette donnée scientifique qui est l'impossibilité de verdir la croissance, il va falloir, à un moment donné, oser parler de décroissance. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces exposés passionnés. On a beaucoup parlé du produit intérieur brut comme un indicateur des croissances économiques, des créations de valeurs, parfois confondu aussi comme indicateur de bien-être. Mais au fin de compte, quel est l'objectif du politicien? Ou c'est une question pour Bruno, qu'est-ce qu'on vise? Et comment on peut le mesurer? Est-ce que
on a parlé objectif 2050, décarbonation, on a parlé PIB. L'objectif du responsable politique, on ne va pas dire le politicien, c'est d'aller à un point A à un point B. C'est aussi simple que ça et aussi difficile que ça. Le point B, c'est avoir une planète qui soit vivable, réduire les émissions de CO2, tenir compte de la biodiversité, enfin ce que a très bien décrit Timothée tout à l'heure. Le point A, c'est le problème de pouvoir d'achat des gens, qui est leur problème numéro 1, leur obsession, qui fait qu'ils ne sont pas prêts à entendre quoi que ce soit d'autre pour le moment. Parce qu'ils n'arrivent pas, une fois qu'ils ont payé leur voiture, leur déplacement, leur transport, leur logement, ils n'arrivent pas tout simplement à boucler concrètement les fins de mois. Comment est-ce que vous arrivez à emmener les gens vers le point qui vous paraît souhaitable pour la société? Alors vous avez deux attitudes possibles pour les caricaturer. La première, c'est de dire, mais vous avez bien raison, le problème climatique, ça n'existe pas, je vous emmerde, fuck les décroissants, fuck la croissance verte. Pardon, c'est exactement ce que dit Donald Trump. Et il a été élu président de la première puissance au monde. Donc on peut nier les faits, mais je pense qu'il vaut mieux les regarder en face. Ou à l'inverse, vous leur dites, on va trouver une méthode ensemble pour que nous puissions aller vers ce monde qui est plus souhaitable, mais vous n'allez pas payer pour ça. On ne va pas vous l'imposer. Vous allez participer sur la base de votre responsabilité individuelle. Et je donne un exemple en revenant sur la taxe carbone pour vous donner mon exemple de responsable politique. Moi, je ne vais pas vous le cacher, je m'étais opposé à l'augmentation de la taxe carbone. Parce que certainement qu'en théorie, c'était une très bonne solution, mais j'avais fait des calculs et j'avais regardé en disant le prix de l'essence en France est déjà extraordinairement élevé. Si vous l'augmentez, vous n'allez pas avoir 65 millions de citoyens qui vont vous dire c'est absolument formidable, je participe à la décroissance et à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire je n'ai pas de solution pour aller de ma maison à mon boulot parce que ça me coûte trop cher. Et vous m'avez imposé un surcoût que je ne peux pas payer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous devons convaincre par des incitations beaucoup plus que par des obligations. Et je pense, pour être très concret, qu'il est bien préférable de donner aux gens, par exemple, un crédit d'impôt pour les récompenser de ce qu'ils ont fait en matière de lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'ils auront fait les bons choix en termes d'isolement de leur maison, les bons choix en termes de transport, les bons choix en termes d'habitation, en leur disant vous serez récompensés pour ça, plutôt que de leur imposer des choses qui ne sont pas soutenables pour eux ou dont ils ne sont pas convaincus. Je pense que pour emmener les gens d'un point A à un point B, l'obligation ne marche pas dans nos démocraties et qu'il n'y a que la capacité de conviction et l'encouragement par des incentives positives qui nous permettra d'atteindre cet objectif. En parlant d'aller d'un point A à un point B, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, comme Bruno vient de l'expliquer. Timothée, vous proposez un changement qui implique d'aller bien au-delà de B, aller à C, par exemple. Donc imaginons qu'on a un candidat ici en Europe ou en Suisse, très particulièrement, qui porte votre programme et votre ambition. Comment on peut l'aider ou comment il peut faire pour gagner ces élections? Quel argument il doit brandir? Alors, moi, je ne pense pas que la décroissance, ça soit un bon terme pour faire de la politique. Moi, d'ailleurs, je ne fais pas de politique. Je pense que le rôle des politiques, c'est d'aller de A à B. Le rôle des scientifiques, c'est de dire si c'est physiquement et socialement possible d'aller de A à B. Donc là, pour l'équivalent de la soutenabilité, les politiques nous disent on veut aller de A à B, on veut aller sur Mars en skateboard. N'importe quel physicien devrait pouvoir intervenir assez facilement pour expliquer excusez-nous, ça ne va pas être possible pour X, Y raison. Donc là, on a besoin d'un degré de réalisme. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui va porter ce programme, c'est quelqu'un qui va réussir à hiérarchiser les tâches d'une certaine manière. Donc là, sur l'exemple, par exemple, de la taxe carbone, la taxe carbone telle qu'elle a été introduite en France était extrêmement mal conçue. C'est vraiment en plus quelque chose qu'on apprend en licence en économie de l'environnement. La taxe carbone française n'aurait pas réussi son examen de deuxième année.
parce qu'elle était régressive dans un pays où les inégalités augmentaient, avec justement, en touchant un bien particulièrement explosif, on sait bien qu'on peut faire des taxes avec des mécanismes redistributifs, et que c'était absolument important de le faire, et de le faire aussi d'une certaine manière. Et là, souvent, on prend l'exemple de la taxe carbone suédoise, qui, elle, s'est très bien passée jusqu'à aujourd'hui. Et le thème du monde fragmenté, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui, de se rendre compte que les inégalités environnementales et leur lien avec les inégalités économiques, en fait, c'est un point de blocage. Et c'est pour ça que moi, j'essaye toujours d'évader le pouvoir d'achat, croissance, revenu national et même prospérité, de décomposer pouvoir d'achat et pouvoir de vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transition écologique, on a une chance qui est inouïe. La chance qui est inouïe, c'est que les empreintes écologiques soient proportionnelles aux revenus et surtout au patrimoine. Ce qui fait qu'en gros, plus on est riche, plus on pollue. Si ce n'était pas le cas, la transition écologique serait impossible, parce qu'il faudrait demander le plus d'efforts à ceux qui sont les plus à même de tomber dans la déprivation matérielle et sociale. Là, on a une chance parce que ce n'est pas le cas. Donc justement, une approche proportionnelle à 2 vitesses, avec des politiques de redistribution, avec des filets de sécurité pour que justement, pendant cette période de transformation de l'économie, personne ne tombe dans un chômage involontaire, personne ne tombe dans une déprivation alimentaire, personne ne tombe dans une pauvreté énergétique. Et j'ai l'impression que quand on met toutes ces choses bout à bout, donc les actions écologiques, donc le retour sur les limites planétaires, déjà c'est ça qui nous amène à une contraction économique. On ne le fait pas pour le plaisir. On ne le fait pas pour le plaisir, et si on avait commencé notre transition gentiment dans les années 70, sûrement on aurait pu passer à ce qu'on appelle une économie stationnaire directement, donc en adéquation avec la biocapacité. Mais malheureusement, on accumule en fait un dépassement des limites planétaires qui fait que si l'on veut atteindre, alors non seulement la neutralité carbone, mais la neutralité écologique, et pas la neutralité carbone définie en politique européenne où on ne prend que des indicateurs territoriaux avec des hypothèses assez arrangeantes pour les pays européens, qui pourraient être beaucoup plus ambitieuses. Là, on se rend compte que le A à B, il va demander un ralentissement économique majeur. Ça, nous ne l'avons jamais fait. Et quand on met ensemble les choses qu'il va falloir mettre, les filets de sécurité pour que cette décroissance ne soit pas subie, mais puisse être choisie, et c'est en ça que les études théoriques et empiriques de ces dernières décennies nous montrent qu'on a une marge de manœuvre où on peut à la fois faire ralentir une économie et ne pas faire tomber des gens dans la pauvreté et ne pas créer du chômage involontaire. On peut même augmenter des indicateurs de qualité de vie, mais bien sûr, ces indicateurs de qualité de vie augmenteront alors que le PIB baissera. Donc c'est là, on voit bien que c'est très important de faire la différence entre les deux et de se dire peut-être que le PIB va baisser. Le PIB, c'est un indicateur agrégé. Mais on va dire que les revenus des personnes qui sont le plus éloignées du seuil de pauvreté vont baisser, bien sûr, de manière plus importante que celles et ceux qui sont pauvres, qui vont peut-être, pendant cette période, voir même leurs revenus augmenter. On comprend, mécaniquement, ça peut se passer. Et si ça se passait comme ça, une décroissance choisie, progressive, avec des mécanismes de redistribution, on peut bien imaginer une augmentation de la qualité de vie, tout en parallèle d'une baisse de l'empreinte écologique. Donc la question du financement se pose d'une manière. Ici, on parle surtout de taxer les plus riches, en fin de compte. Et on est dans des pays riches qui peuvent aussi se le permettre parce que cette richesse, elle est superflue d'une manière, si j'interprète bien ce que vous venez de dire. Par contre, après, on a des finances publiques qui sont mises à mal. Donc, en fin de compte, est-ce que la solution de Timothée est taxer progressivement? Est-ce que ça peut être une solution pour financer cette transition? Ou quelle est pour vous, comment on va s'en sortir pour financer? En France, on est champion du monde de la taxe. Donc, si c'est la bonne solution, on arrivera à décarboner très rapidement. Je ne crois pas que la taxe, uniquement la taxe, soit la solution. Tout simplement parce que c'est mon expérience de ministre des Finances. Nous ne sommes pas la France toute seule au monde qui peut décider seule. Si vous augmentez les niveaux de taxation et que vos partenaires européens ne suivent pas, que vos partenaires commerciaux ne suivent pas, ben vous vous retrouverez isolé et appauvri tout seul. Moi, je rejoins certaines des convictions de Timothée. Mais ça ne marche que si c'est tout le continent européen qui fait ce choix-là collectivement, en étant capable de protéger ses frontières et de défendre ses intérêts économiques. Sinon, vous mettez la France dans un gouffre économique et financier qui est un désastre pour nous. Donc on doit d'abord avoir une entente collective au niveau européen sur ce que nous voulons atteindre.
Deuxième chose, nos finances, elles sont en mauvais état, pour une raison qui est simple. Nous sommes incapables depuis des décennies de faire des choix. C'est quoi notre priorité? Est-ce que c'est la défense parce que Vladimir Poutine est aux frontières de l'Europe et donc il faut réinvestir massivement dans la défense? Peut-être, mais ça coûte très cher. Est-ce que c'est la protection sociale, en estimant qu'il faut continuer à garantir un très haut niveau de protection sociale? Moi, je suis convaincu que si vous n'êtes pas capable de faire des choix sur la protection sociale, dans un continent qui vieillit, dans un pays où il y a plus de morts que de naissances désormais, ben vous allez droit dans le mur en klaxonnant. Et vous n'aurez pas les financements pour une troisième priorité à laquelle je crois profondément, qui est la transition écologique, la réduction de l'empreinte carbone, les solutions qui sont nécessaires d'un point de vue technique, et plus de sobriété qui puisse garantir à chacun de vivre bien, même avec effectivement moins de croissance. Donc il y a des choix à faire et à assumer en matière de finances publiques. Troisième conviction, vous ne pouvez y arriver que si vous avez de la finance publique et de la finance privée. Or, c'est très intéressant de constater que je me suis engagé pendant des années pour la finance verte, et puis quand les grands acteurs américains, les BlackRock, les Blackstone, qui peuvent peser jusqu'à 12 000 milliards de dollars d'actifs, c'est-à-dire à peu près 4 fois le PNB de la France, se sont aperçus que ça ne rapportait pas suffisamment, ils ont reculé, ils ont renoncé, et on perd la bataille. Parce que si vous n'avez pas ces acteurs-là à vos côtés, c'est très compliqué de financer correctement la transition écologique. Enfin, un tout dernier mot sur la justice. Je pense qu'effectivement, c'est sans doute un point absolument cardinal, de relier le fait que ceux qui consomment le plus sont ceux qui polluent le plus, à un système de taxation qui soit plus juste. Mais n'oublions pas qu'en France, ceux qui payent le plus, légitimement, sont ceux qui payent le plus d'impôts, mais d'une manière qui est ultra concentrée et avec un système qui est au bord de la rupture. Donc je pense que si nous voulons véritablement avoir un système d'imposition qui permette de protéger ceux qui sont les plus fragiles, de mettre un filet de sécurité et de faire contribuer ceux qui ont davantage, il faut aussi être capable de repenser l'intégralité de notre système fiscal. Un tout dernier point d'exemple sur le fait que lorsque vous apportez des incentives et pas des obligations, ça marche. Quand on a mis en place le leasing social pour le véhicule électrique, truc très concret, c'est l'inverse de la taxe carbone qui était un échec et je le redis à Timothée, je me suis opposé à cette taxe carbone lorsqu'elle a voulu être mise en place par Nicolas Hulot en disant ça ne marchera pas car c'est trop contraignant pour les catégories populaires. J'ai été élu pendant 15 ans d'un territoire rural, augmenter de 5 centimes, de 10 centimes, de 15 centimes d'euros le litre d'essence, c'était une folie. En revanche, quand vous dites aux gens, le véhicule électrique, on vous permet d'y avoir accès d'une manière extraordinairement attractive pour 100 € par mois, et c'est l'État qui prendra à sa charge la différence parce que vous n'avez pas accès au véhicule électrique, il est trop cher, et on vous donne l'incentive pour aller dans cette direction-là, eh bien vous avez 5 fois plus de demandes que ce que nous pouvions offrir comme nombre de véhicules. Alors, plusieurs points, et je suis très content qu'on ait Christian Gaulier avec nous, parce qu'il arriverait très bien à expliquer beaucoup mieux que moi un résultat qu'on a depuis longtemps en économie de l'environnement, qui est que les coûts de l'action sont inférieurs aux coûts de l'inaction. Donc, si ça c'est vrai, c'est-à-dire que si aujourd'hui on peut regarder les coûts de faire face à la crise écologique, qui vont avoir des coûts réels sur l'économie du présent, mais qui nous évitent, dans une logique de prévention, des événements extrêmes pour le cas du réchauffement climatique, des sécheresses pour le cas de la gestion de l'eau, toutes ces problématiques écologiques que vous connaissez, et bien en fait ça coûte moins cher d'agir maintenant. Donc toute problématique de financement qui peut paraître épicée et compliquée aujourd'hui, il faut vous dire qu'elle sera pire dans un monde où nous n'avons pas réussi à revenir sous le seuil des limites planétaires. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Alors oui, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors moi, je ne dirais pas la taxation des plus riches, je ne pense pas que ça soit une source durable de financement d'une transition ou même d'un nouveau modèle social. Il y a une grande partie de ces taxes qui sont déjà des taxes d'incitation. On l'a vu, c'est des taxes qui envoient des signaux à l'économie pour faire changer des comportements. Bien sûr, dans certains pays plus que d'autres,
il y a des priorités de redistribution indépendamment de la crise écologique, mais il faut se dire que le financement, ce n'est pas qu'une question d'argent. Ça, c'est un autre point. Vous savez, quand on fait de la macroéconomie écologique, nous, on ne commence pas avec la monnaie, parce que la monnaie, c'est quelque chose qu'on imprime entre nous, comme ça, c'est de l'argent de Monopoly, c'est administratif. On commence avec des choses véritables, de l'énergie, des matériaux, du sol, la nourriture que vous avez mangée ce matin, sans laquelle vous ne pourriez pas être en vie à ce moment de la journée. Ça, c'est des véritables ressources. Donc quand on parle de financement, c'est quoi le financement? C'est quoi investir? Là, vous allez me dire quelle arrogance de vous expliquer ce que c'est que l'investissement. L'investissement, ce n'est pas juste trouver de l'argent et ensuite le donner à quelqu'un pour ensuite créer un produit et le revendre avec un retour sur investissement. L'investissement, c'est arriver à mobiliser des ressources disponibles. Mobiliser des ressources disponibles. Si nous ne faisons pas face à la crise écologique, on va avoir une rareté des ressources disponibles. Et donc, ça sera plus difficile d'investir. Donc vous voyez un petit peu comme quoi on a une mentalité inversée. Du point de vue purement monétaire, on se dit trop bien, on va produire énormément de 4x4, plus de vols d'avion, construire des autoroutes, des aéroports, ça va nous faire de la thune, et ensuite on peut la réinvestir dans des fermes solaires et ces trucs. Mais ça ne marche pas en fait, biophysiquement parlant. Parce que sur la première vague d'investissement, vous allez utiliser des matériaux, de l'énergie, vous allez dépasser un petit peu plus vos budgets, et pour la deuxième vague, vous n'en aurez plus. Donc c'est là où on doit véritablement faire des choix, et je terminerai avec ça. Sur les obligations. Bon, alors en microéconomie, on sait bien, les incitations, elles ont plusieurs natures. On a des incitations financières, mais on a aussi des incitations sociales et des incitations morales. Et pour différents problèmes, on utilise différents équilibres. Par exemple, en Suisse, vous avez une incitation financière de faire le service militaire. Non, c'est faux. Ce n'est pas une incitation financière, c'est une obligation. Et je pense que ça serait de la même manière pendant le Covid. On a pris certaines mesures, des pays ont pris différentes mesures, il y avait des incitations qui n'étaient pas strictement financières. Pareil, une économie qui se met en mode guerre, qui doit très rapidement retransformer son système productif, ne va pas faire appel qu'à des incitations financières. Donc la question, c'est quel millefeuille d'incitations avons-nous besoin? Quels comportements peuvent-elles changer le plus efficacement avec des incitations financières? Quels comportements avec des incitations sociales? Des obligations, des quotas, des interdictions, des systèmes de rationnement, et aussi avec des incitations morales, donc des changements de sensibilité, de culture. Toutes ces choses-là, il ne faut pas s'enfermer dans un seul instrument qui serait en plus un instrument économique. D'accord. C'est bon. Ça semble compliqué. Alors, je vais contredire. Je voulais juste peut-être vous demander, on se concentre un petit peu plus sur la petite échelle, la Suisse. Vous dites d'accord, moi je dis pas d'accord. Et je pense que c'est l'intérêt du débat, tout en se respectant l'un et l'autre, de voir justement quelles sont les voies de passage. Moi je pense que le chemin de passage de l'obligation, il n'existe pas. Et il mène non seulement à la crise sociale, mais à la crise politique. Prenez les ZFE. Les ZFE, sur le papier, c'est très bien. Vous interdisez un certain nombre de véhicules polluants de venir dans les grandes cités. Mais ça a créé une telle réaction qui était attendue, c'est absolument pas une surprise, il ne faut vraiment pas connaître la France ou pas connaître les départements ruraux pour penser qu'il pouvait se produire autre chose. La réaction, c'est qu'on a voulu imposer des zones à faible émission et on ne va rien imposer du tout, parce qu'une grande partie de la population dit ces obligations hors de question. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, parce que cette méthode de l'obligation, derrière, il y a une pensée politique que je ne partage pas, qui est que vous pouvez emmener les gens d'un point A à un point B en les forçant à y aller. Moi, je pense que le vrai problème démocratique, et c'est là que nous devons nous distinguer et des États-Unis et de la Chine, et c'est ce que j'appelle le modèle vert européen, c'est, pour prendre un mot anglo-saxon, arriver à réussir l'awareness, la prise de conscience. C'est là-dessus que nous avons échoué. Et c'est une des grandes interrogations que j'ai, pour être tout à fait simple. Je n'ai pas encore la réponse à ça. Mais comment se fait-il qu'il y ait une prise de conscience individuelle qui ne mène pas à une action collective? Vous dites, vous avez raison, Timothée, que le coût de l'inaction sera supérieur au coût de l'action. Évidemment, je donne un exemple très concret. Le retrait gonflement argile. 11 millions de maisons en France vont être menacées par la sécheresse, le retrait gonflement argile qui va fissurer les habitations. Le coût de l'inaction, ça va être des coûts en termes d'assurance qui seront prohibitifs pour les gens ou de réhabilitation de leur logement qui seront absolument prohibitifs.
Les feux de forêt, il y en a de plus en plus en France chaque année, tout le monde voit bien le coût que ça représente. Le trait de côte qui fait tomber des maisons entières, chacun voit bien le coût que ça représente. Donc il y a une prise de conscience individuelle, mais elle ne mène à aucune action collective. Tant que ce n'est pas moi que ça concerne, et tant que je peux y échapper, je vais me débrouiller tout seul. Et bien, je pense que le vrai enjeu politique aujourd'hui, ce n'est pas de forcer les gens à aller d'un point A à un point B, c'est de leur dire « votre prise de conscience individuelle doit mener à une action collective voulue et choisie ». Le compte à rebours a sonné, donc heureusement ça n'a pas explosé. Par contre, pour clôturer cette séance, je vous propose de rédiger ensemble une petite feuille de route pour la Suisse, qui commencerait demain par les actions de tous les individus qui sont ici présents. Est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord par 2 petites mesures qu'on pourrait mettre en place déjà aujourd'hui? Timothée, à toi le... Quelques compromis des deux côtés. Une proposition légère. D'oublier la recette du PIB pour se forcer déjà. L'oublier, nous la prenons, nous la déchirons et nous la mettons dans une petite poubelle. Et on prend le temps, démocratiquement, et ça c'était l'un des désaccords aussi, je ne pense pas qu'on doit forcément soit donner des incitations ou des obligations aux gens, on peut aussi s'auto-donner dans un régime démocratique, autogestionnaire, à l'échelle des territoires, des villes, comme ça se fait beaucoup dans l'ESS française et comme ça se fait beaucoup d'ailleurs en Suisse, à l'échelle des cantons et même à l'échelle des villes, s'auto-donner ses propres limites. Et donc là, on a besoin d'avoir une grande convention citoyenne de la prospérité, parce qu'on en parle beaucoup, on en a parlé de la prospérité. Mais on ne sait pas comment la mesurer. En Suisse, on a les 45 indicateurs de mesure du bien-être. En France, on a la loi SAS. Chaque pays a ces choses-là. Mais on a besoin, à l'échelle des villes, des quartiers, des régions, de se dire, OK, si notre économie a terminé cette phase un petit peu d'ascension, d'arrivée à maturité, phase de croissance, et maintenant quoi? C'est quoi la ligne d'arrivée? C'est quoi un petit peu la vision d'une économie du bien-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Je pense que si l'on faisait ce petit effort, ce petit investissement, on arriverait ensuite à se mettre d'accord. On aurait un socle en fait, pour se mettre d'accord ensuite sur des actions qui seraient peut-être difficiles, mais qui nous permettraient d'atteindre cette chose que nous voulons en commun. Bruno, que pensez-vous? 2 remarques très, très rapides. D'abord, merci à Timothée pour l'échange. Première remarque, un Français n'a aucun conseil à donner aux Suisses. Je pense que c'est plutôt les Suisses qui ont des conseils à donner aux Français, quand je vois votre situation et la nôtre. Deuxième remarque, une de mes vraies interrogations, c'est que tout modèle économique est sous-tendu par un système de valeurs. Et je pense que le modèle capitaliste, qui a fait ses preuves, qui a apporté beaucoup de prospérité à beaucoup de continents, est aujourd'hui sous-tendu par un système de valeurs qui ne fonctionne plus. J'en donne juste un exemple. Quand dans nos pays, un banquier, et je le dis devant les Suisses, les banquiers sont très importants, qu'un banquier soit bien payé ne me pose pas de problème. Mais qu'une infirmière soit aussi mal payée, ça me pose un vrai problème. Et je me dis que notre système de valeurs, du coup, ne fonctionne plus. Parce que nous avons besoin des infirmières, nous sommes un pays vieillissant, la France, nous avons, je l'ai dit, plus de décès désormais que de naissances. Le métier d'infirmière n'est pas attractif, il est difficile, il est dur, il est psychologiquement éprouvant, et pourtant nous continuons à reposer sur un système de valeurs dans lequel le banquier sera infiniment mieux payé que l'infirmière. Eh bien, il faut réinventer notre système de valeurs en incluant effectivement la question de la transition climatique pour que la valeur utile à la société soit davantage reconnue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci. Malheureusement, on n'a plus de temps. Mais merci Bruno, merci Timothée pour la clarté et la richesse de cet échange. Merci au public surtout d'avoir suivi cet échange avec curiosité et respect. Malheureusement, on est way over time, donc on ne va pas pouvoir prendre des questions. Mais ils seront là encore pendant la pause. Parler avec tout le monde. Merci.